Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Défaussé. C'est votre émission qui va vous parler de jeux de société encore une fois cette semaine. Et pour ce faire, bien sûr, je suis accompagné de la merveilleuse Alex. Hello. Ma chère Alex, comment tu te sens avec les origamis ? Les origamis, j'en ai jamais fait, à part quand j'étais petite et que je faisais des avions en papier. cocottes. Ah ouais, tu faisais des cocottes aussi ? Mais ouais, des cocottes. Tu sais, c'est les cocottes, c'est les trucs avec les points. Ouais, et trucs, puis il y avait un truc à l'intérieur. Ouais, ok. Avec Ouais, des couleurs et tout. Moi, j'en ai fait beaucoup plus. J'ai fait des trucs bien vénères avec des araignées et tout. Je suis allé loin au lycée, j'avais du temps à perdre. Je faisais ça en cours. Et du coup, pourquoi je parle de ça ? On faisait ça en cours. Tout le monde, hein ? Toujours, on faisait ça en cours. Mais bien sûr, c'est là où on avait plus de temps à perdre. Pourquoi je vous parle de ça ? Bien sûr, parce qu'on va jouer à un jeu de cartes, et ça n'a absolument rien à voir, mais c'est Sea Salt and Pepper. Alors le Défaussé, ça va se passer en 3 parties. Dans une première partie, bien sûr, je vais vous présenter et à Alex un petit jeu qui s'appelle Sea Salt and Pepper. Dans une seconde partie, vous allez nous entendre jouer tous les deux tranquillement. Et dans une troisième partie, on va revenir régler nos comptes sur la partie et dire ce qu'on a pensé de ce petit jeu. Petit jeu parce que c'est le plus petit format de jeu que j'ai pu voir. C'est minuscule presque. C'est juste un paquet de cartes dans une boîte minuscule qui fait la taille du paquet de cartes. Pas de surenchère du tout, c'est assez rare. Sea Salt and Pepper, bien sûr, c'est papier, c'est pas le poivre qui va avec le sel, mais voilà, c'est un jeu créé par Bruno Catala et Théo Rivière, alors il n'y a pas de dessinateur, d'illustrateur, puisque ce sont des photos. D'où le fait de parler d'origami, ce sont des photos d'origami qui ont été mis sur les cartes photographiées. Et un photographe du coup ? Ouais, par Pierre-Yves Gallard. Doit être content qu'on parle de lui. Je ne connais pas de photographe dans ma vie, donc je ne saurais pas dire. Sea Salt and Pepper, donc c'est un jeu de cartes, c'est un jeu de collection et à points. C'est un peu une forme de rami amélioré. Je dis ça, je pense que je vais me faire taper par des gens, mais c'est pas grave. C'est une forme de rami parce que on va piocher des cartes tous les tours. Et on va calculer un certain nombre de points avant de pouvoir poser ces cartes et d'arrêter la manche. Donc concrètement, comment ça va se passer ? On va avoir un deck de cartes au milieu de la table qui contient toutes les cartes du jeu et 2 défausses l'une à côté de l'autre qui sont déjà remplies d'au moins une carte. À chaque tour de joueur, le joueur actif ou la joueuse active va pouvoir piocher soit une carte de la défausse, d'une des 2 défausses que la personne choisit, soit 2 cartes du deck principal et parmi ces 2 cartes, et uniquement parmi ces 2 cartes, pas parmi sa main, va pouvoir défausser une des 2 cartes dans une des 2 défausses disponibles. Une fois ceci fait, il y a une action qui est possible, c'est poser des cartes depuis sa main sur la table devant son espace personnel pour comptabiliser des points et faire des actions. Les cartes qu'on va pouvoir poser, ça va être des couples de cartes, soit ça va être des couples de crabes, des couples de bateaux, des couples de poissons ou un couple qui est nageur et requin. Chacun de ces couples a une action très spécifique, c'est-à-dire si on joue un couple de bateaux, on rejoue un tour tout de suite après. Ce qui fait qu'on va repiocher et pouvoir rejouer encore une fois un couple de cartes si possible. Si on fait un couple de poissons, on va aller piocher la première carte du deck principal. Si on fait un couple de crabes, on va aller pouvoir chercher dans une des 2 défausses une carte que l'on veut et ajouter à sa main. Et si on joue un couple de requins et nageurs, on va aller pouvoir voler une carte dans la main de son adversaire. À côté de ça, il y a d'autres types de cartes. Il y en a 2 autres types, 3 on va dire. On va avoir des cartes collection, c'est-à-dire des cartes type coquillage, encre, pingouin, qui, plus on en a entre les mains, plus vont valoir de points dans son ensemble. C'est-à-dire si on a des coquillages, un coquillage en main vaut 0 points. Si on a 2 coquillages en main, ça fait 2 points en tout. Si on a 3 coquillages, ça fait 4 points. Et 6, et 8, et 10. Pareil pour les pingouins qui vont commencer à 1, puis 3, puis 5. Les encres qui vont faire aussi une autre chaîne. Les poulpes et ainsi de suite. Et on a 2 autres types de cartes. Une première qui va être le nombre de points par carte. C'est une espèce de scoring différent. C'est-à-dire si vous avez un pingouin, ça vaut 2 points. Ça va scorer par le nombre de pingouins que vous avez, par exemple, ou le nombre d'encres. Et la dernière carte qui est un peu le game changer du jeu, c'est la sirène. Il y en a 4 dans le jeu.
Elles sont d'une couleur complètement neutre, elles sont sur fond blanc alors que toutes les autres cartes du jeu sont sur des fonds colorés. Et la sirène, elle va permettre 2 choses. Une première chose, c'est si à un moment on a 4 sirènes dans la main, on gagne instantanément la partie. Voilà, tout s'arrête, on a gagné, c'est fini. Merci, au revoir, on est les meilleurs. Cependant, si c'est pas le cas, la sirène fait quand même quelque chose. On peut la poser en fin de manche, et je vais revenir comment on fait la fin de manche. On peut la poser et elle va aller compter les couleurs des cartes. C'est-à-dire que si on a des couleurs de fond bleu marine par exemple, elle va aller compter toutes les cartes de couleurs majoritaires qu'on a posées. Donc si j'ai 5 cartes couleur bleu marine, 3 jaunes, en fait ma sirène va aller chercher toutes les cartes bleu marine et va me compter 1 point par carte bleu marine que j'ai. Si j'ai une deuxième sirène, elle va aller chercher la couleur suivante, majoritaire, puis compter 1 point par carte de cette couleur, et ainsi de suite. Donc si on a 3 sirènes, on peut faire encore un 3e scope de points. Bien sûr, c'est assez rare, mais ça peut arriver. Une fois ceci fait, on compte les points, on voit qui gagne la manche, on cumule les points par manche jusqu'à arriver à un total de 40 points. Le premier qui arrive à 40 points gagne la partie. C'est aussi simple que ça, c'est assez rapide. Comment on met fin à la manche ? Vous allez me demander, ma chère Alex, bien sûr. Exactement. On met fin à la manche quand on veut, à partir du moment où on peut cumuler 7 points. Donc, à chaque tour de jeu, on va poser un couple de cartes, donc des bateaux, des trucs machin, faire les actions, et chaque couple vaut 1 point. Et entre nos mains, on a un certain nombre de points aussi, qui va être les points de collection. Donc si j'ai n'importe quoi, 3 coquillages en main, 2 couples de cartes en face de moi et une sirène dans la main avec 2 couleurs bleues en tout, mais en fait je vais avoir 4 points, 2 couples plus 2 points pour les couples, ça fait 6 points, plus la sirène qui va aller cumuler les points. J'ai au moins 7 points, donc je peux poser mes cartes. Je peux mettre fin à la manche. Ce faisant, tout le monde compte les points, donc il y a une façon de se dire est-ce que c'est intéressant pour moi d'arrêter tout de suite la manche, sachant que j'ai peut-être moins de points de mon adversaire ou pas. Il y a une deuxième façon de mettre fin à la manche, c'est ce qu'on appelle la dernière chance. Lorsqu'on fait la dernière chance, on fait un peu un coup de bluff, un coup de poker. On annonce dernière chance, on met pas fin tout de suite à la manche, on met fin à la manche pour nous, pour le joueur actif qui a annoncé la dernière manche, et il va compter ses points. Et là, il donne la possibilité aux autres joueurs et joueuses de la table, un par un, de faire un dernier tour de jeu et de voir si il ou elle dépasse les points du joueur qui a annoncé la dernière manche. Si c'est le cas, le joueur qui a annoncé la dernière manche prend juste ses points normaux, je crois qu'il y a peut-être un malus, je vais dire une bêtise, je relirai ça après. Mais s'il arrive à faire plus de points que tous les autres joueurs malgré leur tour supplémentaire, en fait il va avoir un bonus de points qui est, je crois, la couleur majoritaire en nombre de cartes qui va compter dans ses points supplémentaires. Bref, c'est un peu, là tout de suite c'est un peu fouillé de la façon dont je dis, je vous relirai ça et je referai le point en troisième partie de ce podcast. Mais grosso modo, c'est comme ça que ça se joue. C'est un jeu qui est assez rapide, qui est assez dynamique, dans le sens on pose des cartes et parfois ça peut aller très très vite. Plus on a l'habitude d'y jouer, plus bien sûr le jeu prend de l'importance et tactiquement se change. Il est sur BGA et je crois qu'il y a beaucoup de parties qui ont été jouées. Petite spécificité que j'aime bien préciser, le jeu a le système de color ADD, c'est-à-dire qu'en fait il va aller chercher pour les personnes qui sont daltoniens un système de cartes et un système de couleurs et de pictogrammes qui va rappeler toujours la même couleur. C'est un système qui a été mis en place de façon générique, c'est-à-dire qu'il peut être utilisé pour plusieurs jeux, pour plusieurs systèmes ou plusieurs utilisations de jeux ou autres, et en fait du coup c'est un truc qui est récurrent. Voilà, c'était bien de le préciser. Ma chère Alex, est-ce que tu es prête à faire des origami et aller à la plage ? Complètement, j'ai pas posé de questions puisque je connais le jeu et du coup, prête à y jouer en tout cas. Eh ben quoi alors ? C'est pas l'action de poisson d'aller piocher, c'est vraiment refaire un tour en plus. Les coupes que t'as posées comptent un point. Ok. 19-13. Putain, j'essaie de chercher une sirène, j'avais beaucoup de noir. Putain, ça fait 4 points en plus. Ça revenait pas. 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, 23, 34. Tu vas pas ? Enfin non, tu gagnes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 47, 34. Et nous sommes de retour dans les Défaussés après 20 minutes de partie de Sea Salt and Pepper à 2 avec Alex. Ma chère Alex, qu'est-ce que tu as pensé de cette partie et du jeu particulièrement ?
C'est un jeu que je connais que version 2 joueurs. Je le connais absolument pas version à plusieurs. Je crois que c'est, je sais plus qui me l'a appris il y a pas très longtemps qu'en fait il pouvait jouer à plus de 2. Oh. Je suis pas ultra fan parce que c'est un jeu pour moi. Ça, vu que je ne l'ai jamais joué à plus de 2, ça reste un jeu d'affrontement pour moi dans mon expérience de jeu. C'est pas du tout le genre de jeu que je surkiffe. Du coup, en effet, j'ai vite l'impression dans ce genre de jeu, que le jeu, il s'acharne, quoi. Franchement, quand il y a rien qui sort, quoi. Et voilà, et tu subis le jeu et c'est chiant. Mais après, je le reconnais qu'il est ultra beau. Je reconnais qu'il est, techniquement, il fonctionne ultra bien. Je trouve ça super intelligent d'avoir fait ça, ces petits, ce design. Avec ça change en fait vraiment du graphisme et là sur le thème de la mer et tout, franchement je trouve vraiment, je le reconnais, énormément de qualité, ne serait-ce que par sa thématique, par sa petite taille, il fonctionne juste en fait, il déroule, on peut le présenter à peu près à n'importe qui. J'ai même voulu l'acheter rien que pour aller au travail avec. Après c'est vrai qu'on me l'a présenté en même temps que District Noir. Où j'ai eu, même si c'est pour moi le même genre de jeu d'affrontement, encore une fois, venez pas me dire sur les réseaux, oui, mais c'est pas du tout ça, ok, c'est bon. C'est différent, mais c'est dans ton scope, t'as raison. Dans mon scope à moi, c'est un jeu à 1v1, et du coup, en effet, j'ai direct cliqué sur District Noir, alors que Sea Salt and Pepper, beaucoup moins. Donc déjà, à la base, c'est vrai que autant direct, je me suis dit, ah ouais, c'est génial et tout, et après, j'ai eu District Noir, et il est venu un petit peu dans ma tête remplacer Sea Salt and Pepper. Et c'est vrai que en fait, si on me propose une partie, j'y joue très volontiers. Mais c'est juste pas mon genre de jeu, clairement. C'est juste pas mon genre de jeu. Après, je vois très bien ses qualités, hein. Il se présente à plein de gens, à tout type de joueurs. Il peut se jouer très différemment, je l'imagine, à différentes stratégies. Soit on va faire les collections, soit on va aller faire essayer de jouer les combinaisons pour poser le plus de points possible. Soit, je sais pas, je pense que soit on va aller chercher les sirènes, mais bon, ça c'est vraiment un petit bonheur à la chance. Donc jouer les 4 sirènes là, j'ai vu sur les réseaux récemment pas mal de gens dire j'ai eu les 4 sirènes. Bon bah ouais, mais ça c'est ta chance, c'est toi, quoi. Mais voilà, c'est un jeu, je reconnais, il est très très bien. Bruno Catala et Théo Rivière nous ont sorti du grand, c'est cool. C'est juste pas mon type de jeu. Ok. Écoute, je vais backer pas mal de choses en vrai. J'adore le jeu, je le trouve vraiment très bien, très malin comme tu disais. En plus il glisse, sans jeu de mots, côté mer, il glisse super bien. La mer glissée, soit les vagues, le surf, tout ça. Ouais, surfer, tu l'avais pas. Le bateau il glisse sur la mer, franchement. Ok, d'accord. Mais je trouve qu'il glisse super bien en fait, mais en fait, j'ai beaucoup joué en physique. J'ai jamais joué sur BGA parce que ma plateforme c'est pas du tout le numérique. Et pour le coup, et même au boulot, et je trouve, j'arrive pas à trouver l'excitation que je peux avoir sur certains jeux. Mais comme toi, j'ai rejoué avec plaisir. Alors il est très bien, il fonctionne super bien, mais je trouve qu'il y a, en fait, la première partie que on l'a fait à 4 à Vichy. J'ai trouvé le jeu super bien, j'étais très excité par le jeu à 4 et tout. Je voyais complètement la dimension tactique qu'on pouvait avoir et j'étais très excité à l'idée de le tester à 2. Mais quand je l'ai testé à 2, j'ai eu un plat d'un coup en fait, en mode il est pas il manque, j'ai pas retrouvé la sensation que j'avais eue. Ce que tu veux dire, c'est que c'est mieux à 4, c'est ça? Ou que même à 4 quand t'as rejoué, t'as reperdu. J'ai rejoué à 3 ou à 4 et en fait il y avait un truc le jeu fonctionnait très bien, mais voilà, c'était un truc qui déroulait, mais j'ai pas retrouvé ce petit excitement, cette petite excitation que j'avais eue les premières fois où j'ai joué, et je me suis un peu déçu là-dessus. Pas le jeu qui m'a déçu, moi je me suis un peu déçu dans le sens je comprends pas pourquoi je l'ai pas. Mais cependant il marche super bien. Au boulot pareil, je l'ai apporté, ça fonctionne super bien, on y joue tranquillement. Il est visuellement, il sort du lot visuellement, et franchement, c'est ultra bien fait. Je l'adore à tout niveau.
mais je sais pas pourquoi il n'y a pas cette petite excitation que j'aurais voulu avoir sur ce type de jeu. Après, il y a un côté très posé, très tactique, très calculatoire, mine de rien. À 2, d'autant plus, je trouve, parce que tu vas essayer de prendre un peu de vitesse ton adversaire, et à 2, c'est très facile de le faire, j'ai l'impression, que tu as pas à 4. Parce qu'effectivement, à 4, comme tu as un tour de jeu qui est un peu long, t'es pas forcément à la cible des gens, donc tu peux te permettre de poser un peu plus ton jeu, d'essayer d'aller chercher un peu plus soit ta collection, soit une combo différente. C'est que mon impression là-dessus. Mais en fait, du coup, j'ai l'impression qu'à 4, il est un peu plus posé. C'est pour ça que je prends le côté Rami pour l'explication, parce que j'ai toujours eu cette sensation, pareil pour le Rami, qui est un jeu de collection, qui est un jeu d'attente, et boum, au moment où tu poses, tout s'arrête. Et je pense que je n'ai pas l'habitude du tout, et je pense que faudrait vraiment que je l'apprenne, de jouer avec la dernière chance, qui donne ce côté un peu peps du jeu, qui dit ok, je peux vraiment vous mettre la misère si là vous êtes mal paré et si j'ai mal calculé mon coup par rapport à vous, à ce que vous avez devant vous, le nombre de cartes que vous avez en main et donc le potentiel de points que vous avez. Et je trouve que du coup c'est sûrement cette notion que moi j'ai pas réussi à avoir parce que je suis pas un joueur de bluff, je suis pas un joueur de pari là-dessus. Je suis très mauvais au poker, même si j'aime le jeu. Du coup, ce côté dernière chance, pour moi, il me prend pas du tout, en fait. Et quand je le fais, et que je me fais ratatiner, bah, du coup, je me sens bête et du coup, je le refais pas derrière. Donc, il y a un peu le côté pas envie de remettre les doigts dans la prise, en fait. Et du coup, je pense que c'est vraiment cette notion-là qui me manque, d'essayer de prendre un peu de risque pour essayer d'y aller, quoi. Et c'est dommage parce que je pense que le jeu est complètement fait pour moi là-dedans. Et pourtant, je l'ai toujours dans mon sac. Hein. C'est un jeu que je garde dans mon sac tellement il est petit. C'est facile en fait, du coup, à l'avoir, de se dire tiens, on a 10 minutes à perdre, on peut y jouer très facilement. Et du coup, voilà. Mais que des bonnes qualités, comme tu l'as dit. Il est beau, il est bien, il est tout petit, il a un tout petit prix. Et ça fonctionne, ça glisse tout seul, quoi. Vraiment, une fois que t'as compris les quatre principes de basket dedans, ça roule pour n'importe quel type de joueur. Au boulot, j'ai des personnes qui sont pas du tout gamers qui sont tombées dedans sans aucun problème. Voilà. Autre chose à rajouter? Non, bah, okay. Testez-le et surtout venez nous donner vos avis parce que c'est quand même cool d'avoir les ressentis d'un peu tout le monde. Et puis en soi, il buzz énormément actuellement, hein, donc oui, clairement, c'est pas pour rien, je pense, même si c'est des gros noms associés. Je pense que voilà, il y a une dimension qui fait qu'il plaît aux gens, et donc c'est toujours intéressant de savoir pourquoi. Ouais. Donc, Sea Salt and Pepper pour un jeu de 8 ans et plus pour 2 à 4 joueuses pour des parties d'environ 30 minutes. Un tout petit paquet de cartes qui tient clairement dans la main. Un jeu de Bruno Catala et de Théo Rivière, photographié par Pierre-Yves Gallard et L. de Rennes. Je vois ça sur le côté de la boîte. Lucien de Rennes qui est à la création et à la production des origamis. D'accord, ok. Donc je l'avais quitté. Nice. J'avais pas vu. Mes excuses, c'est réparé ici. Je l'ai pas dit, mais c'est édité par Bombix qui avait fait, entre autres, qu'on avait chroniqué Conspiracy. Le Abyss en boîte métal. Voilà. Je sais pas pourquoi je l'ai en tête. Pris d'autres. Oh, sûrement. Si, on avait fait Lure qui était chez Bombix aussi, me semble-t-il. Voilà, ma chère Alex. On se retrouve la semaine prochaine. Exact, pour d'autres aventures ludiques. Exactement. D'ici là, prenez soin de vous, éclatez-vous, et puis voilà. Je veux bien. Ciao. Fin de transmission.